Alors, je pense qu'on peut commencer. Aujourd'hui, on commence en fait la semaine avec l'émission de patrimoine. On aura chaque jour cette semaine. Chaque jour à 14 heures, on aura une émission sur un autre sujet. Aujourd'hui, on a un grand sujet, on peut dire, avec Alain Kahn et la communauté juive des Saveurs. Et c'est une communauté qui est très importante depuis le passé et jusqu'à aujourd'hui. Et on essaie d'activer avec Alain Kahn beaucoup la synagogue et la communauté. Voilà, on va passer aujourd'hui une heure sur la communauté de Saverne, sur l'événement historique et l'événement actuel. Et Alain, tu peux commencer. Tu m'as dit au moment que tu veux présenter les images et je vais Ok, partager ça avec tout le monde. Encore ok. une fois, éteins les micros, s'il vous plaît, tout le monde. Comme ça, il n'y aura pas de bruit à côté. Merci. Ok, on m'entend? Oui, c'est bon. Ok. Alors, merci Yoav et merci à vous tous pour votre présence qui est vraiment réconfortante. Et j'espère que cette traversée de l'histoire de la communauté de Saverne, euh, j'arriverai à vous la rendre intéressante. Pour aller à la découverte de la communauté, je vous propose de la découvrir d'abord au travers des rabbins et des chazanim qui lui ont donné son âme. Et pour terminer, en cette veille de Yom HaShoah, au travers aussi du parcours d'un juif de Saverne, rescapé d'Auschwitz et qui est revenu dans cette ville, en l'occurrence mon regretté père, dont le parcours, par ailleurs, reflète bien la présence des juifs bien ancrés en Alsace. Alors, pour la communauté de Saverne, du XIVe au XVIe siècle, la présence des juifs y est marginale. On sait qu'en 1338, il est attesté qu'une famille juive de Saverne a trouvé refuge à Strasbourg avec une quinzaine d'autres familles. Et pour trouver refuge, à cause des hordes de Arnleder qui massacraient les Juifs dans toute l'Alsace. Et ces familles-là ont pu trouver, et c'est attesté, refuge à Strasbourg. Ensuite, 10 ans plus tard, c'était la fameuse peste noire, et là, tous les Juifs des villes ont été chassés. Et à Saverne, on a retrouvé quelque chose de particulier au XVe siècle, et précisément en 1468, dans le Stadtbuch de la ville. C'est le livre officiel de la ville de Saverne au Moyen Âge. En 1468, figure dans ce Stadtbuch le fameux Moré Judaico, le fameux serment humiliant que les Juifs devaient prononcer lorsqu'ils passaient au tribunal. Et il faut remarquer que ce serment-là n'a été aboli que en 1844, après un procès retentissant qui avait eu lieu à Saverne en 1838. Euh, et c'était Maître Crémieux qui défendait le rabbin Isidore, qui était rabbin à Phalsbourg. Et puis, il y a encore une trace de Juifs au XVIe siècle, notamment euh, lors de la guerre des paysans, puisque dans certains documents, on parle du pillage des maisons juives à Saverne. Mais les Juifs vont vraiment commencer à s'installer vraiment au début du XVIIe siècle, dès 1622, et elle se développera surtout à partir du XVIIIe. Ainsi, on peut noter que, comme on veut parler de la succession des rabbins, les trois premiers rabbins qui se sont succédés de père en fils sont les rabbins Kahn. Ce n'est pas de la famille avec notre famille. En 1736, le premier rabbin, c'était Jacob Kahn. Et c'est lui qui obtiendra en 1749 un magnifique parorette. C'est la photo 1, si tu veux bien, Yoav. Oui, le fameux parorette est exposé aujourd'hui au musée dans un espace qui est dédié à notre communauté. Et cet espace avait été d'ailleurs inauguré en 2018 grâce au maire de Saverne et puis en présence du grand rabbin Harold Weil. Il équipait à l'époque l'oratoire qui se trouvait au Judenhof, le quartier où les Juifs devaient s'installer, et ils y habitaient depuis 1636.
Et c'est ce même rabbin, Jacob Kahn, qui négociera l'officialisation en 1751 du cimetière qui se trouve au Judenberg, qui a été appelé comme ça, et qui était utilisé depuis 1632. Et là, on peut voir la photo 2, si tu veux. C'est la stèle qui date de 1673 d'une dame qui s'appelait Léa, épouse Leibel. Et je peux préciser que ces photos-là ont été prises par Jean-Pierre Kleitz pour la communauté. Et il a photographié et on a fait traduire tous les épitaphes. Et toutes ces stèles se trouvent sur le site internet du judaïsme alsacien. On peut les consulter très facilement. Et ça donne beaucoup de renseignements, surtout qu'il y a quelques pierres qui sont vraiment remarquables. Et d'ailleurs, comme on a parlé récemment des gardiens de mémoire, nous avons aussi un gardien de mémoire en la personne de Jean-Louis Porcher qui fait ce travail-là avec beaucoup de fidélité. Vers le milieu du XVIIe, la communauté comptait à cette époque-là une quarantaine de personnes. Et c'est en 1668 que le fils de ce rabbin, Marx Kahn, le fils de Jacob Kahn, qui est devenu rabbin à son tour, et son neveu, c'est à noter, son neveu, qui s'appelait aussi Marx Kahn, fut rabbin de Westhofen, et dont le gendre ne fut autre que Simon Debré, le grand rabbin de Paris, de 1854 à 1939. Ensuite, le fils de Marx Kahn, Samuel Kahn, a pris ses fonctions et il est né à Saverne en 1736. Il a pris ses fonctions l'année de la construction de la première synagogue au Judenhof, comme le montre la photo 3. La photo numéro 3 qui montre l'emplacement de cette synagogue qui plus tard sera agrandie comme nous le verrons. Et puis, on s'approche de l'époque révolutionnaire et juste avant, en 1784, la communauté a engagé un premier chantre, Samuel Raphaël. On a d'ailleurs retrouvé sa stèle, c'est la photo numéro 4. C'est ça, c'est avec son épouse. Et à l'époque, en 1784, selon le recensement, la communauté comptait 103 personnes, ainsi qu'une école juive qui venait d'être créée et qui va fonctionner jusqu'en 1910. À l'apogée de la communauté, cette école comptait plus de 40 élèves. C'était à la fin du 19e. À son époque également, après la Révolution, en 1791, c'est à cette époque-là, à cette date-là, que le fameux marché aux bestiaux a été créé. Et c'est la photo 4. Et ce marché aux bestiaux a perduré jusqu'en 1969. Excusez-moi, Alain, juste Oui. une question technique. Il y a une personne avec téléphone Galaxy que j'arrive pas à éteindre, mais on attend tout le bruit. Est-ce que vous pouvez éteindre ça, s'il vous plaît? Merci. On m'a pas entendu alors? Oui, non, non, c'est bon. Il y avait juste un peu de bruit. Ah bon, on m'a compris quand même. Oui, oui, tout va bien. On attend tout. Bon, alors je continue. Oui. Après la Révolution, la population juive a plus que doublé, puisqu'en 1821, elle comptait 252 membres. Et du point de vue des rabbins, c'est en 1802 que Lazare Lieberman a été nommé à Saverne. Il est né en 1763 dans la même ville, où il décédera essentiellement, c'est assez particulier, essentiellement de chagrin, en 1831, suite à la conversion de son fils Jacob, devenu Jacques, et qui fonda la congrégation missionnaire du Saint-Cœur de Marie. Et cette congrégation, d'ailleurs, existe toujours. Il y a toujours l'école des missions qu'il avait créée. Mais par ailleurs, son parcours et sa descendance ont été impressionnants. Il était d'une orthodoxie très stricte et il a été le 33e membre du Grand Sanhédrin de 1807. Son autre fils, lui, Isaac Lieberman, né aussi en 1815 à Saverne, fut grand rabbin de Nancy.
Et sa fille, Esther, s'est mariée avec un certain Lazare Liebman, dont le frère était Alexandre Liebman, d'une grande famille de banquiers à Saverne en 1860, et dont la fille, Jeannette Krombach, a eu un fils, Lucien Krombach, né en 1884 à Saverne, et qui a été président du consistoire du Bas-Rhin, et qui est décédé à Strasbourg en 1861. De plus, un autre descendant du rabbin Lieberman, le neveu du rabbin, c'était Salomon Ullmann, qui a été grand rabbin de France de 1853 à 1865. Ensuite, en 1817, David Soffer a été le nouveau chantre. Il était né en Lorraine sous le nom de David Lazare et avait adopté en 1808 le nom de Soffer, puisqu'il était à la fois chantre et scribe. Il est resté à Saverne plus de 20 ans et son fils Michel, né à Saverne, est devenu rabbin de Saverne en 1845, puis fut nommé en 1856 adjoint du grand rabbin de Strasbourg, Arnaud Aron, qui est bien connu. C'est en 1832 que un nouveau rabbin arrive à Saverne, Benjamin Rose. Il était rabbin de 1832 à 1844 et il était né à Westhofen. Et c'est lui qui a inauguré la deuxième synagogue en 1835. Et là, si tu veux, Yoav, on peut remettre la photo 3. C'est ça? La photo 3, non, avant. Alors, Non, c'est pas grave, sinon, c'est pas grave. Il faut aller en arrière. C'était la photo qu'on avait déjà vue. Voilà, c'est ça. c'est ça? Non, l'autre, la suivante. Voilà. Et c'est là où était l'ancienne synagogue. Et en 1835, elle a été agrandie. La photo suivante. Voilà, c'est ça. On voit au bout, non? Enfin, c'est pas grave. Lesquelles photos? C'est celui Juste avant avant, la juste synagogue? avant. Voilà, non? Voilà celle-là. Ouais. Ça, on voit au fond la synagogue qui a été agrandie en 1835. Et celle-ci fut partiellement incendiée en 1850, après une période troublée, puisque à l'époque, en 1848, et puis les épisodes se sont renouvelés. C'était une période troublée. On n'a jamais su de quelle manière elle a été incendiée. Mais la communauté continuait à l'utiliser. Et ça se trouve où? C'était où, à Saverne? Actuellement, c'est dans la rue de l'ancienne synagogue. D'accord. C'est pas loin de la gare. Oui, je vois. En 1857, là, tu peux mettre la photo 5. Voilà, c'est ça. En 1855, c'est le rabbin Hyman Loeb Dreyfus qui est nommé à Saverne jusqu'en 1896. Il était né à Osthofen et lui aussi d'une lignée prestigieuse. Et il a eu une carrière rabbinique de plus de 50 ans, donc près de 40 ans à Saverne, où il a été particulièrement apprécié. Son fils, Jacques-Henri Dreyfus, fut grand rabbin de Belgique et puis ensuite, en 1891, grand rabbin de Paris. Et sa fille aussi épousa Emmanuel Weil, qui était un rabbin, et leur fils, Julien Weil, qui est très connu, devint grand rabbin de Paris en 1933, puis grand rabbin du consistoire central en 1935. Et il avait une fille qui s'est mariée à Saverne avec Henri Lévy, une célèbre famille de quincailliers. Et la nièce, qui s'appelait Emma, s'est mariée à Saverne en 1908 avec Isaïe Schwartz, qui fut grand rabbin de France à Paris, où il mourut en 1952. En 1885, Alphonse Wolff, c'est la photo numéro 6, voilà, fut le premier Hazan vraiment professionnel. Il avait une formation complète de ministre officiant et qui a été engagé à Saverne. Il était fils de rabbin et il fut Hazan de la communauté pendant 51 ans et jouissait d'un grand prestige. Avec le rabbin Max Staripolsky, dont on parlera tout à l'heure, il inaugura la nouvelle synagogue en 1900, loin du Judenhof, comme nous le verrons. Retraité, il fut arrêté à Nancy, transféré à Drancy en avril 1944 et déporté à Auschwitz, d'où il ne revint pas.
C'est donc en 1896 que Max Starypolski, d'origine polonaise, fut nommé rabbin de Saverne jusqu'en 19. C'était un orateur particulièrement apprécié et il a inauguré avec solennité sous le régime allemand la troisième synagogue en 1900 avec le Chazan, justement, Alphonse Wolf, dont on vient de parler. Et là, on peut voir les photos 7 et 7B. Vous voyez, ça c'était la synagogue en 1900 et c'est cette photo-là qui m'a été procurée par Alain Salomon, montre la journée de l'inauguration. Et d'ailleurs, comme c'était en 1900, la communauté a comme projet de fêter cette année encore, normalement c'est prévu en octobre, les 100 ans de cette synagogue. Le rabbin Starypolski avait permis la création et la surveillance d'une boucherie-épicerie cachère, c'était la première fois à Saverne, Moritz, elle s'appelait, et de la fabrique de matzot, Léon Lévy, et on appelait toujours le Matzebek en 1903. Il a été le rabbin de la communauté lorsque celle-ci était à son apogée, avec plus de 400 membres, et il est décédé en 1923 à Saverne. Et là, on peut voir la photo numéro 8. Non. Avant. Voilà. Ça, c'est la stèle du rabbin Starypolski. Il faut noter que ce rabbin-là avait été choisi sous le régime allemand, car il était connu par les autorités allemandes pour justement être germanophile, alors que le rabbin Armand Bloch, qui s'était aussi présenté à ce moment-là, était réputé pour sa francophilie. Après la guerre, ma grand-mère m'a toujours raconté, le rabbin Starypolski a été complètement ignoré par la communauté et vivait très mal sa situation. Donc c'est justement après la guerre, 14-18, c'est justement en 1920 que Armand Bloch, et c'est la photo suivante, qui fut intronisé et après cette Première Guerre mondiale, qui avait fait 12 victimes parmi les jeunes juifs de Saverne. À l'époque, la communauté comptait encore 230 personnes. Le rabbin Armand Bloch est né à Strasbourg et il était le descendant d'une lignée de rabbins très connus. Armand Bloch fut donc le rabbin de 1920 à 1939, puis il est revenu après la guerre de 1945 à 1952, après avoir été auparavant notamment rabbin d'Aubernais. Et son grand-père paternel avait été le célèbre rabbin Moïse Bloch de Utenheim, le fameux Chochem von Utena, cette expression qui est devenue assez péjorative, qui est adressée à quelqu'un qui fait croire qu'il connaît beaucoup de choses alors qu'il ne connaît pas, et qui était péjorative vis-à-vis de l'opinion qu'on avait des Alsaciens, alors qu'en fait, ce rabbin Bloch, Moïse Bloch, était un vrai chacham. Il a même écrit des traités, notamment sur le traité Choulin, et c'était vraiment un chacham, et c'est curieux que cette expression ait été utilisée pour dévaloriser un peu l'image du judaïsme alsacien. Et le père d'Armand Bloch, David Bloch, fut également rabbin à Strasbourg. Son cousin, d'ailleurs, fut le rabbin Abraham Bloch, qui a été l'héroïque aumônier militaire en 1914, qui est mort sur le front en apportant une croix à un soldat qui voulait avoir les saints sacrements. Et il y a des images très connues sur cette scène qui circule encore aujourd'hui. Et c'est de là que ce rabbin Abraham Bloch a été très connu et continue à être représentatif un peu d'un certain vivre ensemble. Donc de 1942 à 1945, Armand Bloch, qui était parti, et il fut rabbin des Alsaciens lorrains à Alger. Et après la Shoah, il est revenu à Saverne en 1945 et a découvert notre synagogue mutilée, comme le montre la photo suivante. Alors. Voilà, ça c'est la synagogue qui avait été mutilée par les nazis.
Et donc, la communauté, quand le rabbin Bloch est revenu, continua à fonctionner avec une centaine de membres et 32 de ces membres sont morts dans les camps de la mort. Et c'est Armand Bloch qui a pu réinaugurer la synagogue actuelle, comme on peut encore la voir aujourd'hui selon la photo suivante. Ça, c'est la synagogue actuelle avec l'oratoire à côté. Et c'est donc lui qui a pu réinaugurer cette synagogue et il est décédé en 1952. Avant la guerre, le rabbin Bloch avait encore fait venir un nouveau Chazan en 1936 qui s'appelait Sigmund Friedmann. Et c'est la photo suivante. Il fut nommé Chazan en 1902 en Allemagne et à Saverne, il a créé une chorale prestigieuse pour la communauté à laquelle d'ailleurs mon père adorait participer. Et les choristes avaient une relation très amicale avec ce Chazan. En 1940, il s'est engagé dans la Légion étrangère pour fuir les nazis, puis s'est réfugié avec sa famille en Savoie, près de Megève. Après la guerre, il fut nommé à Sarrebourg, puis à Sarreguemines et a même pu être nommé, en plus d'être le Chazan, il en est devenu le rabbin. Il est décédé en 1984 et il a pris sa retraite en 1967 et avait rejoint à Schiltigheim son fils Charles Friedemann, qui était alors rabbin. Et celui-ci est mort tragiquement en 1970 alors qu'il venait juste de s'installer en Israël. C'est en 1952 qu'Isai Deutsch, c'est la photo suivante, fut nommé à Saverne. Il était le frère du grand rabbin Abraham Deutsch et il était né en 1899 à Mulhouse. Il était réfugié à Limoges et après avoir été en poste, notamment à Pfaffenhofen et à Enghien-les-Bains. Il resta à Saverne jusqu'en 1976, également comme shoret et enseignement du Talmud Torah, et il m'a beaucoup appris et je lui ai succédé à sa retraite. Il passa lui-même sa retraite à Strasbourg jusqu'à son décès en septembre 1986 avec son épouse née Blanche Sandler. C'était la tante de Samy Sandler qu'on a pu accueillir récemment. Et la famille s'est rapprochée de sa fille Claire Deutsch, qui habitait Strasbourg, car elle s'était mariée avec Roland Habib, médecin et Noël, aujourd'hui en Israël. Alors, on se rapproche de la période actuelle. En 1957, c'est le rabbin Max Guggenheim, on peut voir la photo suivante, qui était très connu, et qui a pris ses fonctions à Saverne en 1966, dans une communauté qui comptait encore à peu près une centaine de membres. Il est né en 1877 à Sepfois-le-Bois et il est décédé à Paris en 1968. Il a été notamment en poste à Westhofen et à Buxwiller. Il a été formé à Berlin dans la fameuse école rabbinique du rabbin Hildesheimer, qui a formé tellement de rabbins très connus qui sont venus en Alsace. Le rabbin Guggenheim fut mon maître, j'étais son dernier élève et il m'avait donné le goût de l'étude grâce à son grand savoir. Il a été nommé grand rabbin après sa retraite et il est rabbin issu lui aussi d'une lignée de rabbins. Son père était rabbin à Sarugnon et puis son beau-père aussi était rabbin à Ribeauvillé et on trouve dans ses aïeux des rabbins à chaque génération. Max Guggenheim a eu 4 enfants. Non, pas encore. 4 enfants. Alice Blum, dont le fils Alexis Blum a été rabbin de Neuilly-sur-Seine. Blanche Gottlieb, dont le fils, le regretté rabbin Daniel Gottlieb, que beaucoup connaissent, avait pris sa retraite en Israël après avoir été rabbin à Paris. Et puis, Ernest Guggenheim, qui était très connu aussi, qui est décédé en 1977 à Paris, où il fut grand rabbin et directeur de l'école rabbinique, fonctions qui ont été reprises par son fils, Michel Guggenheim. Enfin, Jacques,
le plus jeune fils du rabbin Guggenheim, Jacques, a été assassiné à Auschwitz, où mon père l'a bien connu jusqu'à son décès pendant la fameuse marche de la mort. Sa sœur Julienne Netter fut la grand-mère d'Edmond Schwab, qui a été aussi le célèbre grand rabbin de Nancy. En 1966, c'est Claude Gainsburger, c'est la photo suivante, a pris la succession du rabbin Guggenheim. Dans les années 70, le déclin de la communauté se précise avec encore environ 80 membres, puis dans les années 90, à peine une cinquantaine. Il a été rabbin en charge de Saverne de 1966 à 2002 et il est né en 1929 à Mulhouse. Il a été aussi rabbin à Célestat et à Haguenau. À partir de 1966, il fut d'ailleurs rabbin régional en charge de Saverne. Et lui, il m'a aussi beaucoup appris et épaulé pour la bonne marche de la communauté. Il devint également aumônier militaire en 1971 à Strasbourg, où il passa sa retraite jusqu'à son décès en 2009. Il m'a toujours raconté que son ancêtre le plus éloigné fut en 1170, le rabbin Yechiel de Porto, qui s'établit ensuite à Ulm, où une branche de la famille prit ainsi le nom de Günzburg, qui a donné Gainsburger, et une autre branche, celui d'Ulmo. J'ai continué à avoir de très bonnes relations avec les rabbins qui m'ont succédé. En 2003, Claude Ayman avait la charge de la communauté de Saverne. Il avait été rabbin de Haguenau et de l'ensemble des communautés du nord de l'Alsace, dont fait partie Saverne, et il a pris récemment sa retraite. Et puis en 2018, c'est le rabbin Samuel Netter qui a la charge de la communauté, qui actuellement n'a plus qu'une trentaine de membres, dont à peine la moitié habitent encore sur place. Il est aussi le rabbin de la synagogue de la Paix, la grande synagogue de la Paix, auquel je participe également. Et nous essayons bien sûr à Saverne de maintenir au mieux la communauté par des offices, des animations, des visites et puis des activités interreligieuses, en œuvrant aussi bien sûr pour la conservation de son patrimoine avec bien sûr Yoav, que je remercie ici, avec lequel nous avons des projets d'animation et de mise en conformité. Par ailleurs, l'intérêt de la communauté sous tous ses aspects m'a été aussi transmis par mes regrettés parents, dont je vais maintenant évoquer le souvenir en cette veille de Yom HaShoah, de mon regretté père, l'un des seuls survivants revenu d'Auschwitz et qui est revenu à Saverne pour y résider à nouveau. En effet, mon père, Sylvain Kahn, est né en 1912 à Detwiller dans une famille de marchands de bestiaux qui s'est converti ensuite dans l'immobilier. Et sa famille est représentative de ces familles juives installées dans la campagne alsacienne. Elle s'est installée ainsi en Alsace depuis la fin du XVIe siècle. Et ce parcours peut refléter toute cette spécificité, cet enracinement que l'on connaît du judaïsme rural en Alsace et des différents mouvements qui ont été observés, les juifs de villages en ville moyenne et pour finir dans les grands centres urbains. Toute sa lignée paternelle vient justement d'un petit village alsacien, pas loin de Saverne, Schwenheim. Ainsi, son père Justin Kahn y est né en 1880 et son grand-père Samson également, ils étaient bouchés de père en fils. Et ce fut le cas ainsi de toute une lignée de père en fils depuis 1735. Sa lignée maternelle, elle aussi, est originaire des profondeurs de l'Alsace et en particulier de la commune de Dauendorf. Sa mère s'appelait Fanny Mandel et il était né en 1870. Et son grand-père Félix Mandel, il était né en 1843 et tous ses ancêtres l'ont été également depuis 1769. Alors, pour aborder le parcours de mon père rescapé d'Auschwitz, on peut voir d'abord sa carte de déporté, c'est la photo suivante.
Voilà. Et à côté, on peut le laisser, c'est la photo de son frère qui n'est pas revenu d'Auschwitz, Benjamin. On en parlera tout à l'heure, mais on peut laisser la photo comme ça. Il a été mobilisé en 1939 à Toul et a été affecté à un poste de DCA à Innenheim. Il a vécu la drôle de guerre et puis il racontait toujours qu'aucune roquette n'a jamais atteint leur cible. Quand les hostilités se sont déclenchées, il a été replié sur Senones où il a été fait prisonnier, notamment à Sarrebourg et à Coblence, et puis il a pu être rapatrié sanitaire d'Allemagne en 1942. Et en avril 1942, il a rejoint ses parents à Montfaucon, en Haute-Loire, où il s'était réfugié et où une véritable petite vie communautaire avait été organisée avec des offices, avec des cours et des études. C'était vraiment une petite communauté qui s'était reformée. Et le frère de mon père, Benjamin, justement, que vous voyez, était le plus sportif de la famille et il a été même membre de l'équipe de football de Montfaucon. En septembre 1943, mon père, avec ses deux frères, Marcel et Benjamin, sont allés à Lyon parce qu'il fallait bien trouver du travail et ils ont rejoint leur sœur et leur beau-frère qui s'occupaient de ce qu'on appelait la soupe populaire. C'était un grand restaurant, si vous voulez, pour les démunis. Et il servait en moyenne 700 repas par jour. Et c'était le rabbin Robert Brunswick qui l'avait créé, malgré les alertes qui se faisaient de plus en plus pressantes. Et à peine ils étaient arrivés, donc, le 10 décembre 1943, il y a eu un attentat à la synagogue de Lyon, un vendredi soir. Et c'était assez miraculeux parce que les miliciens qui sont venus pour relancer des grenades sont arrivés juste au moment où on récitait la prière du Lecha Dodi. Et c'était la fin de la prière du Lecha Dodi où toute la communauté se retourne vers la porte. Et les miliciens ont été surpris et puis ils ont dû rebrousser chemin. Mais il y a quand même eu une dizaine de blessés. Et mon père m'avait toujours dit, il avait reconnu parmi ces miliciens un certain Touvier. Et son frère, Benjamin, justement, a essayé de les poursuivre pour en arrêter, mais il a été blessé à ce moment-là. Alors, c'est bien ce qui devait arriver. Le 13 mars 1944, avec Marcel et Benjamin, ils sont arrêtés à leur lieu de travail, à la soupe populaire, par la Gestapo, en présence de policiers. Et c'était vraiment le moment le plus difficile. Ils ont été arrêtés sans ménagement, conduits au fort Montluc, qui était sous la coupe de Klaus Barbie. Et une semaine après, ils étaient transférés à Nancy, l'antichambre d'Auschwitz. Et puis, 7 jours plus tard, le 27 mars, ils sont conduits à la gare de Bobigny, jetés dans des wagons à bestiaux, entassés sans hygiène, dans des conditions effroyables, avec des femmes qui avaient des enfants, enfin, quelque chose que malheureusement on connaît trop, mais quand on vous le raconte, c'est terrible. Et ils arrivent ainsi le 30 mars à Auschwitz, et quand on ouvre les portes, bien sûr, c'est les Los Schweinerei avec les coups de bouillie, etc., les cris, les hurlements. Et puis, il s'est rappelé très bien d'avoir vu le docteur Mengele, si on peut appeler ça un docteur, avec les deux fils, la sélection à gauche rentre dans le camp assombri et à droite vers la chambre à gaz avec une odeur terrible qu'il a ressentie dès l'arrivée. Il a donc pu rentrer dans le camp, rasé, désinfecté, tatoué du numéro 176 280. Et il a d'abord subi une quarantaine terrible où ils étaient confinés dans un endroit très réduit, dans des conditions particulièrement difficiles. Ensuite, il a été affecté à la baraque 70. Et il avait toujours raconté, il a eu les premiers coups d'un chef de chambre polonais qui était devenu une vraie brute. Et à l'intérieur de la baraque, c'était l'horreur, puisque c'était la promiscuité, les punaises, les poux, les coups des capots et des SS.
la brutalité et évidemment le désespoir. Et malgré tout, il a pu participer en secret, en cachette bien sûr. C'était l'époque de Pessah, et un petit groupe de juifs polonais avait réussi à réunir certains déportés, et mon père avait pu y participer. Ils avaient pu confectionner un misérable petit bout qui devait ressembler à de la matzah, et ils ont passé un seder particulier dans ces conditions-là. Mais le lendemain, il y a eu un appel parce que les SS ont eu vent de ce qui s'était passé et ils ont à subir cet appel dans un froid terrible pendant 4 heures ou 5 heures debout sans avoir le droit de bouger. Mais à ce moment-là, mon père m'avait toujours dit personne ne s'était dénoncé. Ensuite, il a été affecté à des commandos. La plupart du temps, c'était ce qu'on appelait les Strasses par commando, construction de routes avec un travail épuisant. La faim, la fatigue, comme on peut imaginer. Mais ce à quoi il tenait toujours à préciser, c'était qu'il a survécu. Pourquoi? Parce qu'il y avait malgré tout une entraide. On voulait les réduire à l'état d'esclaves ou d'animaux même, mais ils ont pu rester des hommes. Ainsi, par exemple, il citait toujours des exemples qui lui ont donné du courage et qui lui ont donné un peu de force. Un Français communiste, par exemple, euh, voyait qu'il peinait avec une pioche et il lui a pris la pioche et il lui a donné une pelle qui était plus facile à manier. Et puis, dans ces conditions-là, il avait des ampoules terribles aux pieds et aux mains. Et là, un jeune médecin français lui dit de ne pas aller à l'infirmerie. Euh, et il a donné une crème qui l'a soulagé de ses douleurs. Finalement, il a quand même dû aller à l'infirmerie parce qu'il a été opéré d'une hernie par un médecin français, mais il est sorti le jour même car il lui avait dit si tu restes, tu n'en ressortiras plus. Ensuite, il avait rencontré un détenu alsacien qui était aussi originaire de Saverne, il s'appelait Albert Meyer, et celui-ci, avant d'être dirigé vers la chambre à gaz, lui a remis sa gamelle. Et cette gamelle, mon père disait toujours, elle lui a aussi permis de sauver sa vie parce qu'elle lui permettait de ramasser par-ci par-là de la nourriture. Et puis un autre élément qui a été très important pour sa survie, c'était qu'à à la fin, il était le capot qui les dirigeait, s'appelait Hugo, et il était un capot noir d'origine africaine. Et pourquoi ça l'a beaucoup aidé? Parce que les SS, les nazis prenaient ce Hugo pour s'amuser comme pour un bouffon et pour le remercier, il lui donnait toujours des rations supplémentaires. Et Hugo les partageait toujours avec les déportés dont il avait la charge. Donc, c'est ainsi qu'il a pu survivre à Auschwitz. Et en janvier 1945, après 9 mois d'enfer, il y a eu le début de l'évacuation et il a encore vécu la terrible marche de la mort à pied, en wagon ouvert dans le froid sibérien, où il voyait que tous les traînards étaient abattus. Ils ont passé par différents camps, notamment à Buchenwald, et ils se serraient la nuit pour avoir un peu plus chaud. Et c'est là qu'il était encore avec Jacques Guggenheim, le fils du rabbin Guggenheim, qui à ce moment-là est mort de froid. Mais les déportés s'entraidaient, même à ce moment, pour essayer de trouver des denrées, pour ramasser par-ci par-là ce qui pouvait être trouvé. Ensuite, ils ont été conduits à Flossenburg, en Bavière, toujours dans des conditions effroyables, et finalement, ils ont été évacués, puis libérés le 15 mai 1945 en pleine campagne allemande par, par les Américains. Et les nazis qui les conduisaient ont fui dans les différents villages. Alors, à ce moment-là, il a pu rejoindre Montfaucon, où sa famille était encore, en juin 1945. Et son frère avait pu rentrer un petit peu avant lui, puisque son frère avait été déporté à Monowitz, c'est un camp annexe d'Auschwitz, et il a pu revenir, mais comme je vous avais dit, Benjamin, lui,
n'est pas revenu. Il est mort à Auschwitz. Puis à Saverne, on peut mettre la dernière photo. Il se marie en 1946 pour y fonder une famille avec Ruth Weil, ma mère, ma regrettée mère, qui était née à Mannheim, de Léopold et Marie Weil, ma grand-mère, qui, elle, était née Schlamé, et son frère Léon avait épousé Jeanne Bloch, qui n'était autre que la fille du rabbin de Saverne, Armand Bloch, dont on a parlé. Mon père a été président de la communauté de Saverne de 1974 à 1987. Son père l'avait déjà été de 1946 à 1948 pour faire redémarrer la communauté. Rescapé d'Auschwitz, il avait toujours des difficultés à témoigner. La douleur était vive et se réveillait chaque fois. Et il racontait très peu, quelquefois à mon frère, il racontait aussi. Il était sidéré par les résurgences, mais il a ressenti finalement la nécessité de témoigner face au renouveau de l'antisémitisme, du négationnisme, de l'antisionisme. Et il a ressenti le besoin de ce devoir de mémoire pour ériger une barrière au recommencement. D'où le livre que j'ai pu écrire d'abord avec lui, et ensuite j'ai pu le terminer grâce à son témoignage, La mémoire ardente. On avait pu le commencer ensemble et que j'ai pu terminer en espérant d'avoir été le plus complet possible. Après cette expérience terrible, mon père a toutefois conservé sa foi, son émouna, qui était chevillée à son corps grâce à cette éducation qu'il a eue par sa famille, le respect des mitzvot, des minhagim judéo-alsaciens qui allaient de soi, malgré les épreuves, car ils s'imbriquaient et s'imposaient dans la vie quotidienne. Et leur expression, d'ailleurs, en judéo-alsacien, était un élément facilitateur de leur conservation quasi naturelle. Ma mère avait les mêmes convictions. Ils ont poursuivi dans cette voie avec mon frère et mes sœurs. Et avec mon frère et mes sœurs, Raymond, Francine et Sylvie, et je pense bien sûr à ma sœur qui a disparu, Viviane. Ils m'ont transmis, mes parents m'ont transmis leurs valeurs et j'essaie de poursuivre dans la même voie avec mon épouse Françoise, mes enfants, mes petits-enfants. D'ailleurs, Françoise est née Rothé de Mulhouse, une famille tant attachée au patrimoine judéo-alsacien. Michel, il en sait quelque chose. Ainsi, qu'en assurant les offices ponctuels et en continuant à m'occuper de l'animation de la communauté grâce aux membres qui lui sont fidèles et ceux qui habitent encore à Saverne, comme Alain Salomon et son père, son cher père Gérard Salomon qui habite à côté. La famille de Dominique Metzger et de Marc David sont un peu les piliers de notre communauté aujourd'hui puisqu'ils habitent encore sur place. Et bien sûr aussi avec l'aide du consistoire et de Yoav et de Laurent Blum en particulier, avec lesquels nous avons quelques projets d'animation et aussi d'entretien des bâtiments et beaucoup d'autres projets. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Alain. Merci. Merci, Alain. Je vous en prie. Si vous avez des questions, bien sûr, je suis à votre disposition. Ou si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Alors, peut-être avant les questions, moi j'ai une petite question. Et tu as dit que est-ce que c'est ton père qui vient de Schwenin? Oui. D'accord. Il est né là-bas ou Non, non. Lui, il est né à Detwiller. à Detwiller? D'accord. Ouais. C'est le grand-père qui est né à Le grand-père. Comment? C'est Alain, c'est Raymond. Oui. Ah, salut. C'est le grand-père qui est né à C'est le Schwenheim. grand-père qui est né à Schwenheim, oui. C'était Justin Kahn. Justin Kahn. Dans un village qui était Comment? Dans un village qui était à plus de 50% juif. Oui, c'était le cas de pas mal de villages. À Dauendorf, c'était pareil, le village de sa mère aussi. Il y avait souvent dans les petits villages une proportion assez importante de juifs dans la population. Bravo. Ben, c'était vraiment un voyage pour moi. Oui. Bravo. Comme ancienne Savernoise. C'était excellent. Merci beaucoup.
Voilà. Bravo, Alain. Vous avez des questions? Bravo, Alain. Bravo. Non, mais je tenais à le faire parce que c'est important de rappeler ces choses. C'est des choses qu'il ne faut jamais oublier. Hmm. Et merci Alain. Je suis aussi Alain. Super, Alain. Alors, on vous attend un peu mal et Pardon. peut-être Merci faites Alain. par ordre. Excellent exposé. Puis l'histoire de ton père qui m'a beaucoup ému. On n'entend rien. Oui, merci. Allô, vous m'entendez Oui. bien? Oui, il faut parler fort. Oui. Bon, merci Alain pour cet excellent exposé, puis surtout pour l'histoire de ton père qui m'a beaucoup ému. Je suis donc Gérard, donc ancien de la communauté. C'est Gérard Bloch? Gérard Bloch, oui, c'est ça. Ah, salut, oui. Oui, ça me fait plaisir de t'entendre. Oui, moi aussi, ça m'a fait très plaisir. Alors, et puis bon, si tu pouvais, hein, simplement en quelques mots, nous dire un peu les différents métiers, enfin comment on vivait à Saverne, au moins dans la bonne période des années 60. Oui, il y avait la caractéristique des, on entend? Oui, oui. La caractéristique des métiers à l'époque à Saverne, c'était il y avait beaucoup de commerçants. Il y avait dans la Grande Rue à Saverne, il y avait les établissements Max et Bloch, hein, que tu connais bien. Et puis il y avait la famille Lemel, Veil, il y avait la famille Metzger qui avait un grand magasin rue de la Gare de vélos et d'appareils de radio et de télévision. Et il y avait celui qu'on appelait Frigidaire Lévy. On donnait souvent des surnoms qui vendaient des frigidaires justement. Et puis il y avait comme ça, il y avait la famille Lévy aussi qui vendait des tissus. C'était aussi en famille avec la famille Metzger. Et puis il y avait encore quelques marchands de bestiaux qui vivaient encore à Saverne et qui exerçaient encore un peu à l'ancienne. Je me rappelle notamment d'Albert Veil, qui marchait péniblement et qui traînait ses pieds. On l'appelait Schlette, ça veut dire le traîneau. Et il y en avait d'autres qui étaient plus spécialisés dans les chevaux. Et donc, c'était vraiment une communauté encore marquée par ces professions-là, mais elle se développait. Il y avait aussi alors d'autres professions. Il y avait un dentiste, il y avait un avocat, il y avait plusieurs avocats, il y avait un médecin, et donc il y avait une multiplicité de métiers qui petit à petit se sont développés et petit à petit aussi malheureusement qui n'ont pas été renouvelés. Et c'est pour ça que la communauté a décliné au fur et à mesure de la disparition de ses membres. Ou bien, il y en a qui sont partis, évidemment, qui ont rejoint Strasbourg ou des grands centres, ou même qui sont allés en Israël. Il y avait même la famille Marx. Il y avait la famille Marx, évidemment, ça c'était les ferrailleurs. Ouais. Et cela, j'ai un très bon souvenir d'eux, puisque j'ai succédé à Jean Marx, qui était le président de la communauté. Et mon père avait son bureau à côté de chez eux. Et c'était aussi une famille. Il y avait Louis Marx et Fernand Marx. C'était mon père. C'est ça, oui, je me rappelle très bien de lui. Voilà. Et c'était des fidèles parmi les fidèles à la foule de Saverne. Et c'est vraiment des souvenirs qui sont émouvants. Et puis il y avait la fameuse quincaillerie Lévy, qui figure sur de nombreuses cartes postales et qui faisait partie en quelque sorte du paysage de Saverne, puisque on retrouvait cette quincaillerie sur énormément de photos. Alors, j'oublie certainement encore d'autres familles, mais à l'époque, c'était quand même assez varié et divers. Et puis, c'était une vraie vie communautaire qui était attachante, quoi. Et j'avais parlé avant d'un certain Albert Meyer, et c'était la famille de Meyer aussi. À Strasbourg, il y a sa nièce qui habite encore, c'est Janine Meyer.
qui était marié avec Claude Meyer, que certains ont connu aussi. Et c'était aussi des piliers de la synagogue. Enfin, je ne pourrais pas nommer toutes les familles, mais il y en avait pas mal. Et vous avez parlé du rabbin Guggenheim. Oui, Il est parti de Saverne en quelle date, à quelle époque? il est parti en 1966. Ah oui, parce que c'est lui qui a fait mon mariage à Saverne. Il était de 1900 il était rabbin de 57 à 66. Ah oui, alors c'est bien ça, le rabbin Guggenheim. Il était Alors, parti je pense de qu'il y a Saverne. notre ami Jean-Louis qui aimerait parler. Comment? Alors, je vais activer Qui ça? Jean-Louis Porcher. Voilà. Est-ce que ça marche? On ne vous attend pas. Il faut allumer. Les micros chez vous, ça ne marche pas. Allô? Voilà, là, ça marche. Ah, voilà. Ben, je voulais simplement vous dire bonjour. J'ai réussi un peu à suivre la discussion. Comme vous pouvez le constater, je suis dans mon camion. Et je voulais demander à M. Kahn, au cimetière à Saverne, il y a deux entrées. Donc, il y a l'entrée où il y a le portail métallique. Et juste avant, à droite, il y a un chemin qui descend avec un ancien pilier. Et à côté, à gauche du pilier, il y a un amoncellement de jolis moellons de pierre taillée. Je voulais savoir s'il y a eu un bâtiment à cet endroit-là. C'est une bonne question. Je ne sais pas. Voilà. C'était le chemin, c'était le premier accès au cimetière. Avant qu'il y ait l'accès principal, c'était par là où on rentrait. Alors, il y avait certainement aussi un portail. Ça doit être le reste du premier portail. Ah, ok, parce qu'on voit encore les stèles, les fondations du portail. Ça Et à devait être, gauche, oui, ça devait être ça. C'était le chemin d'accès à l'origine. Et ensuite, ok. ce chemin a été supprimé, et on le voit encore, hein, puisque depuis que tout a été débroussaillé, il a été mis en valeur. Et en fait, il avait été condamné au profit de l'entrée actuelle du cimetière. Et en haut avec le portail métallique. Voilà, voilà. Ok, ok. Voilà. Ben, écoutez, ça m'a fait plaisir. J'ai un peu participé en écoutant de temps en temps. C'était très intéressant. De toute façon, je me mettrai en contact avec vous cette semaine pour les Ok, pas de quelques problème. questions que j'aurai à vous poser. Hein. Ok, Avec pas de problème. À votre disposition. Ok, ben, écoutez, Merci à vous. je vous remercie et je vous souhaite à tous et à toutes bonne journée. Merci beaucoup. Et donc, C'est donc plaisir de vous revoir. C'est donc monsieur Porcher qui est le gardien de mémoire à Saverne. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée encore et puis une bonne continuation. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, si vous avez des questions, peut-être. Alain, bonjour, c'est José à l'appareil. Je voulais savoir, j'ai pris en route, là, je n'ai pas tout suivi. Est-ce que tu as parlé du rabbin Veil? Non, il y avait le rabbin Veil, à Saverne. Oui, il a parlé du rabbin. Ouais. Non, je l'ai juste évoqué. Il n'est pas resté longtemps, le rabbin Veil. Il est resté. Attends, je l'avais noté. Je l'ai pas cité parce qu'il était. C'était le rabbin Veil. Attends une seconde. Il était aumônier militaire aussi. Il était rabbin avant le rabbin Guggenheim. Ah bon, oui, parce que. Et il était resté seulement 3 ans. Et c'était un homme très, très intéressant. C'était un grand archéologue même. Mais il n'a pas pu rester longtemps à Saverne. Il a terminé à Nancy où il était professeur d'université. Et je sais que mon père était très proche de lui. Et quand il est parti, mon père avait organisé une soirée d'adieu où la communauté s'était cotisée pour lui offrir, je ne sais plus ce que c'était un appareil pour déchiffrer des documents archéologiques. Ok, non, parce qu'il était prof à Akiba, c'était mon prof à l'époque. Oui, Il était en même temps, je crois, aumônier militaire. oui, c'est ça. Je me rappelle, il venait des fois habillé en militaire.
Oui, C'est oui, un oui, gars qui faisait 150 kilos, enfin. oui, il était impressionnant. Et Ouais, sa femme était née Ninon Bauer, ouais. et une famille de rabbins aussi d'ailleurs. Oui, elle est morte il n'y a pas longtemps. Elle est morte il n'y a pas longtemps, oui. Et son fils a un drôle de prénom, là, comment il s'appelle, je me Oui, rappelle. ça, je ne le connais pas. Le fils, il s'appelle, ouais, un prénom absolument. Ouais. Est-ce qu'il était de famille avec le rabbin Veil que moi j'ai connu dans les années 2000 à Non, Strasbourg? non, non. Non. Le rabbin Gérard Weil était rabbin en 1954 et il est resté seulement 3 ans et c'est Max Guggenheim qui lui a succédé. D'accord. Voilà, j'ai retrouvé la fiche là. J'ai bien connu le rabbin Veil, si vous m'entendez. Lequel? Vraiment, Ah, toi, oui, Gérard Weil. j'ai bien connu le rabbin Gérard Veil, Papa l'aimait beaucoup. qui était un homme très intéressé par tout, pas que le judaïsme, mais par l'art. Et il m'avait poussé à dessiner. C'était un humaniste. Oui, oui, je sais. Et Mais seulement, il n'est pas resté longtemps à Saverne, c'est pour ça qu'il n'a pas. j'ai rencontré à Nancy sa femme encore, Oui, récemment. Ninon. Oui, oui. Ninette, oui. Ninette, hein, Ninon, oui. Qui m'a tout de suite reconnu. Ouais, moi, je l'avais rencontrée une fois à Strasbourg, elle m'avait tout de suite reconnu aussi. Et je voulais simplement faire un petit témoignage. J'ai encore connu le marché aux bestiaux avec mon père, qui m'avait emmené visiter ce marché aux bestiaux où on pouvait manger des saucisses cachères, mais pour mon père, elles n'étaient pas assez cachères. Oui, parce que ça venait d'un boucher qui n'était pas reconnu par tout le monde. Bon, c'est un petit témoignage. Ouais. Mais c'est vrai, le marché aux bestiaux a perduré pendant longtemps. C'était un marché régional très important. Ouais. Mais il y a des gens qui venaient, des Paimsandler, des marchands de bestiaux qui venaient à pied, ils faisaient 30, 40 km à pied pour venir à Saverne. Ensuite, ça s'est un peu développé, ils avaient plus facilement des camionnettes, mais il y en avait encore qui venaient à pied, ils venaient de Marmoutier à Saverne à pied, c'était incroyable. Et toute la négociation avait lieu en judéo-alsacien, je me rappelle très bien. On a retrouvé d'ailleurs des registres aux archives de Saverne où il y a un listing de toutes les transactions qui étaient faites et puis certaines de ces transactions étaient écrites en hébreu. Ouais. Il avait lieu où ce marché? Il était au départ, il était à l'entrée quand on va vers Lutzelbourg et ensuite il a été déplacé sur la place du Dragon à l'époque. La place du Dragon, oui, à côté du temple protestant. D'accord, merci. Je vous en prie. Alors, Michel, je pense que tu voulais nous dire quelque chose. Je voulais juste signaler, il y a un article effectivement sur le site de Gérard Veil sur les imprimeries hébraïques en Alsace. Ah oui, oui, oui. Oui, c'était lui, c'était un grand universitaire aussi. Hein. Il a fait tout un article sur l'histoire de l'imprimerie hébraïque en Alsace qui avait paru en son temps dans le bulletin de nos communautés qui se trouve sur le site internet. Vous m'entendez? Oui. Moi, je suis la compagne de Gérard. Bon, moi, je suis pas alsacienne, je suis née à Alger. Et tout à l'heure, vous avez parlé de Daniel Gottlieb. Oui. Et mon père m'avait inscrit au Talmud Torah à la rue de Montevideo. Oui, c'est ça. Il était rabbin de Montevideo, oui. Et Daniel Gottlieb, c'est mon maître au Talmud Torah. Et c'est grâce à lui qu'il me reste le peu d'hébreu. Ouais. Il m'avait très, très bien appris. Oui, il était longtemps rabbin à Montevideo. Et moi, je le voyais, il venait de temps en temps en été, comme Ernest Guggenheim aussi d'ailleurs, il venait souvent passer les vacances chez Max Guggenheim et ça donnait lieu à des
à des rencontres avec eux vraiment très intéressantes. Ah oui, c'est grâce à lui que j'ai beaucoup appris. Et même mon père, chose exceptionnelle, il me faisait faire la prière. Et tout, et ça, il fait partie de cette lignée des rabbins Guggenheim. Ouais, tout à fait. J'en garde vraiment un très très bon souvenir. Merci à vous. Je vous en prie. J'ai bien connu aussi vers la fin de sa vie, où il participait activement pour écrire des articles dans le site internet du juif. Il se connaissait beaucoup en judéo-alsacien. Est-ce que vous avez encore des questions, des remarques? Et Alain, je voulais encore te demander, à l'entrée de Saverne à droite, là, comment ça s'appelait, les Isère, ils avaient une usine. Ça aussi, c'est vrai, c'était la famille Israël qui s'appelait la Syrie Israël. Et c'était assez étonnant parce qu'à l'époque, c'était une grande Syrie. Et les propriétaires, la famille Israël, avaient construit des maisons pour leurs employés. Et à Saverne, il y avait ce qu'on appelait toujours la cité Israël. À Saverne, il y avait longtemps une cité Israël. C'était la cité où la famille Israël avait fait construire des petits pavillons pour leur personnel. Et c'était assez étonnant de trouver cette dénomination dans une ville alsacienne comme Saverne. Mais c'est vrai que c'était des gens qui avaient créé une très, très grosse entreprise qui ensuite a été transférée dans la région parisienne. Mais la famille Israël a longtemps gardé de nombreux contacts avec la communauté. Et notamment en 1950, ils ont participé au financement de la décoration de la synagogue, notamment avec le fameux lustre, le magnifique lustre que l'on peut voir à l'intérieur de la synagogue. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Si vous avez des remarques. Merci à vous. Merci Alain. Merci Alain. C'était un plaisir de te revoir. C'était avec plaisir. Hein. Merci beaucoup Alain. C'était vraiment très très instructif. Merci beaucoup Alain. C'est gentil. Merci beaucoup. C'était vraiment, je tenais à faire ça et puis j'espère que ça vous aura intéressé comme je l'espérais. Ouais. Je pense qu'on a attendu un peu longtemps pour avoir l'historique présenté par toi. Non, mais je voulais montrer un peu l'histoire différemment en évoquant les rabbins. Ouais. C'était chaque fois un peu le ouvrière de la communauté. Tu places la barre très haut pour les prochains intervenants. Ouais. C'est le moment que je peux vous inviter avec Jean-Pierre Lambert. Et demain, on va parler de Nuvillers-les-Saverne. Ah, ça c'est à la même heure? À la même heure. En fait, on aura cette semaine, chaque jour, à 14h, une autre émission sur le patrimoine. D'accord. Chaque jour, il y aura une autre chose. Aujourd'hui, Saverne, demain, Nuvillers-les-Saverne. À la fin, il y aura une surprise. Et voilà. Et après, mercredi, c'est Ingwiller. Après, on a Écomusée, etc., etc. On peut rappeler la réunion aussi de demain matin? Voilà. Demain matin, Nuvillers-les-Saverne. Alors, implication à toi, Michel. Je voudrais juste rappeler demain matin, à l'occasion du Yom HaShoah, oui. Il y aura une rencontre avec Bernard Oviedo, qui a fait un excellent travail il y a quelques années sur la communauté juive de Strasbourg au pied à Périgueux. Et ça a sans nul doute d'un intérêt immense. Et je vous prie de nous retrouver demain matin sur Zoom, au numéro qui est affiché sur la page Facebook. À quelle heure? À quelle heure? 10h heure française. À quelle heure, pardon? À 10h heure française. Et le numéro du Zoom, c'est 804 547 30 89. Et le code d'entrée 03 42 42. Peut-être tu peux envoyer aussi un message à tout le monde. Je vais envoyer un message. Je l'envoie tout de suite. Voilà, Ouais, pour que tout le comme ça, on monde peut l'avoir. peut noter. Okay. En quelle langue ça se passe? En français.
En français. donc. Alors, merci à vous tous de m'avoir écouté. Encore, Alain. Embrasse Françoise. Oui, Michel. Ok, je ne manquerai pas. Merci et à demain tout le monde. Et toujours à votre disposition. Voilà. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Merci beaucoup.